Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez pour le mieux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver en direct du centre expérimental Hyperbar de la COMEX à Marseille pour une vidéo assez exceptionnelle où je vais vous présenter évidemment l'histoire de la célèbre entreprise qu'est la COMEX et aussi évidemment vous présenter les liens entre Rolex et la COMEX du développement des premières valves à hélium en 1967 jusqu'à aujourd'hui où Rolex utilise encore les savoir-faire de la COMEX. Vous allez le voir, c'est très intéressant. Suivez-moi. J'ai une émotion toute particulière à vous parler en direct du bureau du fondateur de la COMEX, Henri Germain Deloz, qui est aujourd'hui le bureau de sa petite fille Alexandra Deloz, qui est présidente de la COMEX, pour vous parler 2 minutes de l'histoire évidemment passionnante pour nous amateurs de montres et a fortiori de montres de plongée. La COMEX, elle est créée en 1962, même si déjà dès 1961, il y a des papiers qui témoignent de la création d'une compagnie maritime d'expertise. Donc la compagnie maritime d'expertise COMEX, elle est créée en 1962 par Henri Germain Deloz. En fait, à l'époque, il part d'une constatation simple, c'est que les plateformes offshore, en particulier dans le golfe du Mexique, on utilise des plongeurs qui vont plonger de 30 à 50 mètres parce qu'on ne sait pas vraiment aller plus loin. Mais en fait, avec le développement des compagnies pétrolières, avec le développement des plateformes offshore, il faut descendre plus loin. Et pour descendre plus loin, il faut des plongeurs qualifiés. Mais avant d'avoir des plongeurs qualifiés, il faut faire des gros moments de recherche, de développement et d'innovation pour savoir comment se comporte le corps humain à une certaine pression et comment réagir face à tout ce qu'il va ressentir, ce corps humain. À cet effet, en 1964, Henri Germain Deloz, il va créer le centre d'essai Hyperbar, le premier centre d'essai Hyperbar où on va pouvoir faire des tests jusqu'à 365 mètres, donc en extérieur, dans des caissons pressurisés. Et ensuite, en 1968, il va créer un plus joli complexe encore avec 2 parties, une partie avec l'hydrosphère et une partie avec un caisson Hyperbar, enfin un ensemble Hyperbar qui peut aller jusqu'à 80 bars, 800 mètres, pour des tests. C'est en fait dans ce type de caisson qu'on va simuler le travail des plongeurs dans des grandes profondeurs. J'entends en fait les acclimater pour leur permettre de descendre, travailler à des profondeurs. C'est-à-dire que par exemple, on va les mettre sur un bateau, on va utiliser une tourelle qui va servir d'ascenseur et les descendre par exemple à 200 mètres où ils vont être à 20 bars de pression. Et quand ils ont fini leur journée de travail, on les remet à 200 mètres dans un caisson particulier, la tourelle qu'on va remonter sur le bateau. Et là ensuite, ils vont rester dans un ensemble Hyperbar, donc pressurisé pendant plusieurs semaines. Et comme ça, ils peuvent faire des allers-retours pour aller travailler tout en restant toujours à la même pression, ce qui permet de travailler à des grandes profondeurs pendant un certain temps. Alors la COMEX, c'est beaucoup d'ingénieurs, c'est aussi beaucoup de médecins. On pense à Xavier Fructus, Maurice Comet. C'est aussi beaucoup de plongeurs. On parle de 1000 plongeurs pendant plus de 40 ans d'activité intense avec 2700 expériences. Donc c'est quand même assez impressionnant quand on prend un peu de recul. Et notamment cette expérience incroyable, enfin 2 expériences incroyables même. Hydra 8 en 1988 avec une plongée réelle sous le niveau de la mer à moins 534 mètres. Et Hydra 10 dont je vous parlais dans une vente aux enchères à Paris, on a eu le plaisir d'avoir la Rolex COMEX de Régis Payot, un des 3 plongeurs qui est descendu très très profond en 1992 avec Théo Mavrostomos, l'homme le plus profond du monde, qui est tout de même arrivé à une profondeur en caisson de 701 mètres. Donc la COMEX, c'est tout ça, c'est des recherches, c'est de l'innovation, c'est pas on fait un test et puis s'il arrive quelque chose de grave, bah tant pis. C'est en fait on fait plein de petits tests, on avance petit à petit, on monte petit à petit en profondeur, en qualification et finalement on est capable de proposer pour beaucoup d'entreprises des plongeurs qualifiés qui vont pouvoir travailler sur des zones et des milieux plutôt extrêmes. Chers amis, là je me trouve devant un caisson d'essai hydrostatique CE4000 qui permet ici, donc on ne va pas descendre ce caisson sous l'eau, de mettre un objet, par exemple de tester une coque par exemple de sous-marin et de le porter à 400 bars de pression, donc un équivalent de 4000 mètres de profondeur. Chers amis, nous passons du bureau du fondateur de la COMEX, Henri Germain Deloz, au 32 rue Grignan, chez Frojo, la nouvelle et magnifique, somptueuse même boutique Rolex qu'on a le plaisir d'explorer aujourd'hui avec une partie voilà, pour les montres neuves Rolex au rez-de-chaussée et une partie à l'étage RCPO, donc Rolex Certified Pre-Owned avec des pièces assez exceptionnelles. C'est la seule boutique en France en dehors de Paris à proposer ce service qu'on apprécie beaucoup chez Rolex. Et en 2 ans, on compte aujourd'hui 4 boutiques en France qui proposent ce service de vente de pièces assez exceptionnelles et surtout remises dans des conditions fantastiques, ce qui permet de garantir aux acheteurs une belle tranquillité d'esprit. Et en fait, ce programme Rolex Certified Pre-Owned, il permet aujourd'hui d'acquérir des montres de Rolex de seconde main, surtout, dont la révision a suivi le même processus qu'un service classique Rolex.
L'authenticité est garantie par la marque, accompagnée d'une garantie internationale de 2 ans. Donc, montre officielle d'occasion, oui. L'excellence sur le service Rolex qui va avec. C'est pour ça que c'est un programme qu'on aime beaucoup. Si on est chez Frojo aujourd'hui, je vous remets ici le lien de la belle vidéo qu'on a eu le plaisir de faire avec Édouard Frojo et sa fille Elisa lors de notre tour de France des distributeurs. C'est pour vous parler des liens entre Rolex et la COMEX. Il faut repartir au milieu des années 60, en 65, 66, 67, pour comprendre les premiers développements de l'idée de la valve à hélium qui a été brevetée chez Rolex en 1967. Il faut savoir qu'en Suisse, à l'époque, dans tous les lacs et les beaux lacs que les Suisses ont, il y avait certains professeurs qui développaient des outils pour la plongée, des combinaisons, et qui commençaient déjà à parler de mélange d'air et de saturation. Il faut savoir que quand on a besoin d'utiliser une cuve de décompression ou quand on est à un moment donné dans son travail, parce qu'il faut savoir que les plongeurs de la COMEX pouvaient partir 3 à 4 semaines, par exemple à 300 mètres de profondeur, ils dormaient dans un caisson qui était comprimé à 30 bars. Et en fait, comme ça, pendant 3 à 4 semaines, ils remontaient sur le bateau par la tourelle, ils redescendaient sur le lieu de travail, mais pendant 4 semaines, ils étaient tout le temps au même niveau de pression pour pouvoir justement travailler de la meilleure des manières. Il faut savoir que dans toute la recherche de la COMEX, il y a eu un travail important sur le mélange d'air à respirer, le mélange d'air qui était justement nécessaire pour pouvoir descendre et travailler à de telles profondeurs pendant assez longtemps. Et l'hélium a un rôle tout particulier puisqu'il rentre dans le mélange d'air utile pour les plongeurs, sauf que l'hélium étant très très fin, il pénètre dans le boîtier de la montre, jusque-là aucun problème, sauf que lors de la décompression, quand il va y avoir moins d'hélium à l'extérieur et qu'il va y avoir l'hélium qui va rester emprisonné dans la montre, à un moment donné, ça peut faire péter le verre ou en tout cas déchasser le verre. Donc ça peut venir en fait entraver l'outil de travail du plongeur. Et c'est pour ça qu'en fait le développement de la valve à hélium, il est très intelligent. Il permet simplement d'évacuer l'hélium qui est en trop et de préserver l'état de santé de la montre et donc l'état de santé du plongeur s'il a besoin de sa montre. Il faut savoir que la valve à hélium Rolex, elle est brevetée en 1967. Et si tout le monde a en tête la montre de plongée Submariner, qui est la montre de plongée par excellence quand on pense aux montres de plongée, bien évidemment, c'est pas la première qui va avoir des tests justement à de telles profondeurs. Et avec la valve à hélium, c'est la Sea Dweller qui est en fait pensée, présentée en 1967, mais qui ne sera disponible au public qu'au début des années 70, en 1971 très exactement. Donc en fait, pour faire ces recherches, pour commencer un peu à travailler sur la valve à hélium, Rolex utilise la Sea Dweller. Et là, je ne parle pas encore de lien avec la COMEX, vous allez voir, ça va suivre. L'année 1971, elle marque le début de la collaboration officielle, entre guillemets, entre Rolex et la COMEX. C'est-à-dire que Rolex va fournir des montres, des lots de montres à la COMEX. Et là, je tiens tout de suite à préciser, parce qu'on a eu quand même, lors de ce petit voyage à Marseille et cette visite de la COMEX, d'avoir des personnalités, en tout cas importantes chez Rolex, qui connaissent l'histoire de Rolex et qui nous ont pu nous dire des choses importantes. En particulier, le fait que les gravures de la COMEX étaient faites directement chez Rolex, les montres étaient livrées à la COMEX et ensuite on attribuait des montres à des plongeurs. Donc quand on regardait dans les registres, c'est sûr qu'on pouvait attribuer au plongeur Jean-Michel le numéro à 3 chiffres ou le numéro à 4 chiffres. Et si tout à l'heure je vous disais que la Sea Dweller c'était la première montre qui va vraiment être testée par Rolex pour la valve à hélium, on sait qu'il y a eu des Sea Dweller avec des valves à hélium et des Sea Dweller sans valve à hélium. Les premières montres qui vont être livrées à la COMEX, c'est vraiment bien la Submariner de l'époque, et la référence Submariner de l'époque, c'est la référence 5513. Avec ce partenariat COMEX, la référence 5513 va prendre une référence toute particulière, qui est la référence 5514. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 5514, c'est la Rolex 5513 livrée à la COMEX. Donc, c'est une référence propre pour la COMEX. Malgré le partenariat COMEX-Rolex qui commence en 1971, des discussions ont été entamées avant, évidemment, et on note l'année de 1969 pour le développement de la Rolex, la fameuse 5514, donc la 5513, dotée d'une valve à hélium. C'est une montre au début, franchement, quand vous l'avez entre les mains, et ça on voit sur les images de Valentin, c'est une 5513 qu'on reconnaît évidemment avec tous ces codes de 5513, mais le détail qui tue tout, si j'ai envie de dire, c'est que quand on regarde la tranche de la montre, la tranche du boîtier, on voit cette petite ouverture qui sert à la valve à hélium. Et si les premiers cadrans 5514 ne sont pas signés COMEX, au cours des années 70, ça va changer et on va avoir le nom COMEX qui apparaît sur les cadrans et qui va apparaître sur les cadrans sur toutes les références qui vont suivre. Évidemment, puisque le partenariat entre Rolex et la COMEX va durer jusqu'à la fin des années 2000, j'entends le partenariat de livraison de montres, parce que vous allez le voir par la suite, je vais vous parler des liens qui existent encore entre Rolex et la COMEX. Toute une partie des références de la Submariner et des Sea Dweller par la suite vont être livrées à la COMEX avec le poinçon sur le boîtier COMEX. Et parmi cette référence, il y a une référence assez amusante, entre guillemets, que j'aime beaucoup, qui est la référence 1680,
qui apparaît à la fin des années 60, qui va courir jusqu'à la fin des années 70, et qui a la particularité, pour les montres livrées à la Comex, de ne pas avoir de valve à hélium. Donc ça va servir en fait pour des plongées qui n'utilisent pas tout ce système de caisson, qui n'utilisent pas tout ce système de centre expérimental hyperbar, mais qui va quand même servir aux plongeurs. Et c'est assez amusant quand on demande à des anciens plongeurs, ou à des gens qui ont travaillé à la Comex, s'ils connaissent cette montre, bien sûr qu'ils la connaissent. Et souvent, c'est des montres qui ont circulé pas forcément chez les plongeurs, mais en tout cas à d'autres corps de travailleurs de la Comex. Et c'est la pièce qui est la plus rare Comex. La 1680 Comex, c'est vraiment le Graal de la Comex, puisqu'elle a été produite, a priori, à moins de 20 exemplaires. J'ai même entendu traîner le nombre de 17 pièces. Évidemment, si on parle tout le temps de Submariner, l'autre référence qui est indéniablement liée à la Comex, c'est la référence Seedweller. La Rolex Seedweller, qui est étanche à 610 mètres de profondeur, elle est présentée en 1967. Elle est juste présentée en 1967, mais la production s'entama au début des années 70 et on a eu le bonheur, la joie de voir une pièce ici assez exceptionnelle chez Frojo, qui n'est autre que la Seedweller 1665 Comex de 1971. C'est la numéro 7, donc ça fait vraiment partie des premières montres livrées à la Comex de la famille Seedweller. Il faudra par la suite attendre 1978 pour voir ce qu'on appelle la référence Seedweller 666, j'entends 16660. Elle présentée au public et surtout livrée à la Comex. Et la grosse différence, c'est que 1665, 610 mètres de profondeur, 16660, 1220 mètres de profondeur. Donc on vient doubler aussi parce que vous le comprenez, et ça c'est dans l'histoire de la Comex, je vous le racontais en direct du bureau d'Henri Germain Delauze, c'est qu'en fait, plus le temps avance à la Comex et plus les innovations avancent et plus on va plonger profondément. Et en fait, les 610 mètres ne sont plus assez importants. Donc du coup, Rolex tout de suite va livrer des montres qui sont plus, on va dire, en adéquation avec les besoins de la Comex. Donc 1220 mètres. Je vous rappelle qu'au début des années 90, Théo Marostomos plongera donc en caisson à un peu plus de 701 mètres. Comme je vous le disais, la livraison des montres Rolex à la fin des années 2000, elle s'arrête envers la Comex. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien aujourd'hui entre Rolex et la Comex. Aujourd'hui, le rôle de la Comex pour Rolex, c'est de fabriquer des cuves qui vont servir à tester les montres en fonction de leur étanchéité. Et ça, vous savez que dans les gammes Rolex, évidemment, ça va de la Oyster Perpetual à la Deep Sea. Et vous savez qu'il y a une très très grande différence d'étanchéité entre ces deux familles de montres. Et Rolex a à sa disposition 3 types de cuves pour tester 3 types de montres à 3 types de pressions différentes. Ce qui est très important de noter, c'est que dans les contrôles de qualité Rolex, c'est très important, on va pousser à 25% de plus que l'étanchéité que vous voyez sur les lignes du cadran et l'étanchéité actuelle de la montre pour pouvoir justement tester ses limites. 25% de plus. Donc en fait, que vous soyez sur une Oyster Perpetual, une Deep Sea ou une Deep Sea Challenge qui est étanche à 1100 bars de pression, le matériel utilisé par Rolex est différent, mais en tout cas, il est mis au point par Comex et c'est ça la beauté de la relation qui existe encore aujourd'hui entre les deux entités. En conclusion, je tenais vraiment à remercier du fond du cœur les équipes de Rolex et les équipes de la Comex. Pendant ces 2 jours assez intenses, tous ensemble, on a réussi quand même à aller visiter les locaux de la Comex. Chez Frojo, au RCPO, on a réussi quand même à avoir des pièces que vous voyez en vidéo avec les images de Valentin assez exceptionnelles. Là, une grande majorité des références Rolex Comex, on a pu, et ça c'était vraiment un moment, on va dire, d'émotion forte pour la personne que je suis, la personne passionnée de ces aventures humaines, le carnet de plongée de Théophile Mavrostomos, puisque Théo, c'est aussi Théophile, en fait, tout le monde dit Théo Mavrostomos, mais faut l'appeler par son prénom, Théophile Mavrostomos, avec toutes ses plongées depuis ses débuts jusqu'à la fin, avec la fameuse plongée exceptionnelle à 701 mètres lors de la plongée Hydradis en 1992. Et il faut savoir que voilà, des plongeurs comme Théo Mavrostomos, lors de leurs exercices au quotidien, ils portaient ces montres nées de la collaboration entre Rolex et la Comex, et c'est ça la beauté de cette histoire marquante de l'horlogerie. Ce ne sera pas la dernière fois que je vous parlerai de Comex et des liens avec Rolex. Tenez-vous prêts, à tout moment on pourrait en reparler. En tout cas, c'était un moment délicieux que j'ai à vous présenter et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, cette fois probablement en dehors de l'eau. Merci.